Ce n'est pas ta vraie grand-mère. J'ai entendu ma belle-fille crier après mon petit-fils pendant le voyage en famille. J'ai souri. J'attendais ce moment avec impatience. Au dîner, j'ai révélé les héritiers de ma fortune cachée de 50 millions de dollars. Elle s'est évanouie en entendant ce que j'ai dit ensuite. Je suis heureux de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et indiquez la ville d'où vous me regardez pour que je puisse voir jusqu'où elle est arrivée. Je m'appelle Lorna, et à 70 ans, je pensais avoir subi toutes les humiliations possibles et imaginables. J'avais tort. Ce n'est pas ta vraie grand-mère. Ces mots transpercèrent l'air chaud du soir comme une lame, plus profondément que n'importe quelle blessure physique. J'étais assis sur la véranda de notre chalet de location, regardant mon petit-fils de 8 ans, Lance, jouer avec ses petites voitures, lorsque la voix aiguë de ma belle-fille Lyra a brisé ce moment de paix. Lance a levé les yeux de ses jouets, la confusion obscurcissant son visage innocent. « Que veux-tu dire, maman ?» Lyra se tenait sur le seuil, ses mains parfaitement manucurées sur les hanches, ce regard familier de dédain gravé sur ses traits. Elle avait bu du vin tout l'après-midi, et l'alcool lui avait délié la langue d'une manière qui aurait normalement exigé un calcul plus précis. « Enfin, c'est juste la mère de ton père, chérie. Pas vraiment de la famille comme nous. Elle est là juste parce qu'on doit prendre soin d'elle. » La cruauté désinvolte dans sa voix me serrait la poitrine. Mais au lieu de la douleur habituelle des larmes, quelque chose d'autre m'envahit, le soulagement. Après 3 ans d'observation attentive, de jeu délibéré de la pauvre veuve, à me laisser traiter comme un fardeau, j'ai enfin eu la confirmation que j'attendais. J'ai souri non pas le sourire forcé et poli que j'avais perfectionné au fil des décennies de situations sociales décevantes, mais un sourire sincère et entendu, venu du plus profond de moi-même. Lorna, pourquoi souris-tu comme ça ? Kent, mon fils, apparut derrière Lyra, sa voix emplie de ce ton d'agacement et de fatigue auquel je m'étais habitué. Lyra ne voulait rien dire. Elle est juste fatiguée par le trajet. Bien sûr qu'il la défendrait. Il le faisait toujours, même lorsqu'elle me faisait dormir sur le canapé lit lors des visites familiales, car la chambre d'amis devait rester propre pour les vrais invités. Même lorsqu'elle me servait le dîner dans des assiettes en carton tandis que le reste de la famille mangeait dans sa précieuse porcelaine, et lorsqu'elle faisait des remarques subtiles sur le fait que certaines personnes n'apprenaient jamais à participer correctement aux réunions de famille. « Oh, je sais exactement ce que Lyra voulait dire, » dis-je doucement, ma voix ferme malgré le tremblement de terre qui se produisait dans ma poitrine. Lance abandonna ses jouets et grimpa sur mes genoux, ses petits bras autour de mon cou avec l'affection inconsciente que seuls les enfants possèdent. « Tu es ma vraie grand-mère, Nana. » Je me fiche de ce que dit maman. L'amour pur dans sa voix faillit briser ma détermination presque. Puis j'aperçus Lyra lever les yeux au ciel, son expression montrant clairement qu'elle considérait même ce geste innocent comme quelque peu inapproprié. « Lance, entre et fais la vaisselle pour le dîner, » ordonna-t-elle. « Et ne salis pas tes vêtements assis sur ce vieux canapé. » Ah, le vieux canapé. Celui sur lequel j'avais été relégué pendant nos 3 jours de vacances en famille, pendant que Lyra et Kent profitaient de la chambre principale et que Lance avait sa propre chambre. Le matelas-lit était bosselé et inconfortable, mais je n'avais rien dit. Les plaintes n'avaient fait que donner plus de poids à Lyra. Tandis que Lance rentrait péniblement, je restais sur la véranda, à regarder le soleil commencer sa descente derrière les montagnes. La cabane avait été ma suggestion et mon paiement, même si la famille supposait que Kent avait pris en charge les frais, tout comme elle supposait qu'il avait pris en charge mes frais de subsistance ces 3 dernières années, depuis la mort d'Henri qui m'avait laissé sans rien. L'ironie était délicieuse. À l'intérieur, j'entendais la voix de Lyra traverser les cloisons fines, poursuivant sans doute son commentaire sur les obligations familiales non désirées. J'avais entendu ce discours d'innombrables fois, combien il était difficile d'avoir une belle-mère vieillissante, comment certaines personnes n'ont jamais appris à être indépendantes, et combien il était tragique que des parents âgés deviennent un fardeau pour la famille de leurs enfants. Ce que Lyra ignorait et qu'aucun d'eux ne savait, c'est que chaque mot, chaque affront, chaque instant d'humiliation délibérée avait été soigneusement catalogué et conservé. Pas vraiment par vengeance, mais pour vérification. J'avais besoin de savoir avec une certitude absolue qui était devenu mon fils et quel genre de personne influençait désormais sa conception de la famille. Le test était en cours depuis 3 ans, et ce soir-là, en 8 mots simples, Lyra m'avait fourni les données finales dont j'avais besoin. Mon téléphone a vibré, accompagné d'un SMS, mon avocat, Richard Morrison, prenait de mes nouvelles comme prévu. Tous les préparatifs sont terminés. Êtes-vous prêt à commencer ? J'ai répondu rapidement, demain soir, pendant le dîner, que tout soit prêt.
Le plan que je préparais depuis des mois était enfin prêt à être exécuté. Mais d'abord, il me fallait survivre à une nuit de plus où je serais traité comme une invitée indésirable dans ce qui était censé être des vacances en famille. À travers la porte moustiquaire, j'entendais Kent mettre la table tandis que Lyra se plaignait de devoir cuisiner pour autant de personnes comme si nourrir 4 personnes était une tâche colossale. Lance racontait quelque chose qu'il avait vu à la télévision, d'une voix claire et innocente, inconscient du ressentiment qui l'entourait. Je me suis levé lentement, mes articulations de 70 ans protestant après être resté assis trop longtemps. 3 ans à jouer le rôle d'une pauvre veuve dépendante m'avait demandé plus de talent d'actrice que je ne le pensais. Demain, cette performance prendrait enfin fin. Lorna, le dîner. La voix de Lyra interrompit mes pensées, son ton suggérant que j'étais déjà en retard, même si je n'avais pas été appelé auparavant. J'entrai et pris ma place habituelle à la petite table. Lyra avait préparé des spaghettis, se servant, ainsi qu'à Kent, de généreuses portions, tandis que Lance en prenait une taille enfant et en déposait une quantité sensiblement plus petite dans mon assiette. Il y en a plus si tu veux, dit-elle avec une fausse douceur, même si nous comprenions tous les deux le sous-entendu. Les personnes âgées n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture de toute façon. Kent était absorbé par son téléphone, consultant probablement ses emails professionnels malgré ses vacances. Il avait hérité de son père la tendance à éviter les tensions familiales en les ignorant tout simplement. Henri faisait de même chaque fois que sa sœur venait me rendre visite et faisait des remarques acerbes sur mes origines. Certaines tendances que je remarquais étaient générationnelles. Alors, Nana, dit Lance en faisant tournoyer des spaghettis autour de sa fourchette avec l'intense concentration de l'enfance, maman dit qu'on ne viendra peut-être plus aussi souvent te voir parce que c'est trop cher de conduire jusqu'à ton appartement. Je sentis Kent se raidir à côté de moi, levant enfin les yeux de son téléphone. Le visage de Lyra rougit légèrement, surprise par la révélation innocente de conversation d'adulte par son fils. Eh bien, dis-je prudemment, parfois les circonstances changent, ma chérie. Les gens prennent leurs décisions en fonction de ce qu'ils pensent être le mieux. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'après-demain, la question des visites n'aurait plus d'importance. Tout serait différent. Tout serait enfin honnête. Le reste du dîner se déroula dans un silence relatif, interrompu seulement par les commentaires occasionnels de Lance sur ses jouets ou ses questions sur nos randonnées au lac. Je répondais à ses questions et souriais à ses anecdotes, enregistrant chaque instant précieux dans ma mémoire. Ce serait peut-être nos derniers repas de famille avant un bon bout de temps. Tandis que Lyra débarrassait la vaisselle, empilant la mienne bruyamment pour souligner le travail supplémentaire que cela impliquait, je m'excusais et retournais sur la véranda. L'air de la montagne était frais, chargé d'un parfum de pin et de la promesse de la pluie. Demain soir, tout allait changer. Les masques tomberaient enfin, et ma famille découvrirait précisément qui elle avait ignoré ces 3 dernières années. Je pensais aux 50 millions de dollars qui dormaient sur des comptes soigneusement gérés, aux biens immobiliers, au portefeuille d'investissement qui s'était enrichi régulièrement pendant que je jouais le rôle d'une veuve sans le sou. Mais surtout, je pensais à Lance et à la leçon qu'il allait apprendre sur les préjugés, le respect et le véritable sens de la famille. En écoutant la famille s'agiter dans leur lit confortable, je réfléchissais à la façon dont j'en étais arrivé là. Il y a 3 ans, à la mort d'Henri, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. Au lieu de révéler l'étendue réelle de notre richesse, j'ai choisi de la cacher et de tester, d'observer, de voir qui était vraiment ma famille alors qu'elle pensait que je n'avais rien à offrir, si ce n'est le besoin. Henri et moi avions été prudents avec notre argent pendant 50 ans. Pendant qu'il occupait son modeste emploi à l'usine d'électronique, je me constituais discrètement un portefeuille d'investissement qui aurait choqué quiconque nous connaissait. Nous vivions dans une petite maison, conduisions de vieilles voitures et coupons de réduction non pas par obligation, mais parce que nous comprenions que la richesse s'accroît en silence. Lorsque l'usine a fermé et qu'Henri a pris une retraite anticipée, je gérais déjà près de 20 millions de dollars en investissements diversifiés. L'héritage de ma tante, dont je n'avais jamais parlé à personne, avait constitué la base. Puis sont venus les achats immobiliers dans des secteurs que j'avais méticuleusement étudiés. Les actions technologiques que j'avais achetées avant que quiconque n'en comprenne le potentiel. Les petites entreprises que j'avais financées et vues prospérer. Au décès d'Henri, notre patrimoine avait atteint 50 millions de dollars. Mais au lieu d'annoncer la nouvelle à Kent et à sa famille, j'avais observé sa réaction face à ce qu'il pensait être sa mère soudainement démunie. Les résultats ont été dévastateurs. « Maman, nous devons parler de ta situation », avait dit Ken 2 semaines seulement après les funérailles, assis dans ma cuisine avec Lyra à côté de lui, arborant une expression d'impatience à peine dissimulée.
Ma situation, avais-je demandé, même si je savais déjà ce qui allait arriver. Ta situation financière, avait interpellé Lyra, sa voix prenant ce ton particulier qu'elle utilisait pour parler de choses désagréables. Kent a dit, papa n'a pas laissé grand-chose et tu ne peux pas te permettre de garder cette maison. Je laissais le silence remplir l'espace, regardant mon fils éviter le contact visuel pendant que sa femme exposait leur version de mon avenir. On y a réfléchi, continua Lyra. Ce serait peut-être mieux que tu emménages dans une de ces résidences pour seniors. Il y en a une sympa à environ 40 minutes de chez nous. C'est très abordable. Tu pourrais te faire des amis de ton âge. Abordable. Traduction, suffisamment bon marché pour que nous ne nous sentions pas coupables de vous y mettre. Et cette maison, demandai-je doucement. Kent me regarda enfin, l'air gêné mais déterminé. Nous pensons que tu devrais le vendre. Utilise l'argent pour tes dépenses courantes. Ce qu'il voulait dire, c'était, vends la maison, utilise cet argent pour subvenir à tes besoins et n'attends pas de notre aide. J'avais élevé cet homme, je me suis sacrifié pour lui, j'avais travaillé 2 fois plus longtemps quand il avait besoin de vêtements pour l'école ou qu'il voulait rejoindre l'équipe de baseball. Et maintenant, alors que son père était à peine mort, il me disait essentiellement que j'étais un fardeau financier qu'il ne voulait pas porter. Le test avait commencé ce jour-là. Au lieu de révéler la vérité, j'avais joué le jeu. J'avais vendu la maison comme il me l'avait suggéré. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'étais déjà propriétaire de l'immeuble où j'avais emménagé. L'appartement en location où je vivais désormais était bien le mien, mais je leur ai laissé croire que j'avais du mal à payer les mensualités. C'est tellement cher, avais-je dit à Kent lors d'un de ces appels de plus en plus rares. Mais je suppose que je vais m'en sortir. L'effet escompté fut immédiat. Ces appels devinrent plus courts et moins fréquents. Lyra cessa de m'inclure dans les réunions de famille, prétextant qu'il ne voulait pas me faire supporter le coût des repas partagés. Les invitations de vacances sont devenues rares, et lorsqu'elles arrivaient, elles étaient accompagnées de subtils conseils sur la nécessité de garder des cadeaux simples et abordables. J'avais joué le rôle à la perfection, portant les mêmes 3 tenues en rotation, achetant des produits d'épicerie génériques lors de leur visite, m'excusant de ne pas pouvoir contribuer davantage aux cadeaux d'anniversaire de Lance, tout cela pendant que mes comptes d'investissement augmentaient régulièrement et que mon portefeuille immobilier s'élargissait. Le plus douloureux n'avait pas été le rejet de ma prétendue pauvreté, mais la rapidité avec laquelle ils l'avaient accepté. Personne ne s'est demandé si j'avais besoin d'aide. Personne ne m'a proposé de m'aider à résoudre mes difficultés financières. Ils m'ont simplement considéré comme un problème résolu par la distance et de faibles attentes. Lyra, en particulier, avait adopté mon nouveau statut avec un enthousiasme qui confinait à la cruauté. Lors des visites familiales, elle me faisait remarquer que certaines personnes devaient apprendre à vivre selon leurs moyens. Elle me suggérait de faire des achats dans les friperies, comme si c'était un conseil judicieux plutôt qu'une marque de condescendance. Elle m'avait même proposé de m'apprendre à mieux utiliser les coupons de réduction, ignorant apparemment que je les utilisais depuis bien avant sa naissance. Mais c'est la façon dont elle a traité la relation de Lance avec moi qui m'a le plus blessé. Progressivement, systématiquement, elle avait appris à mon petit-fils que j'étais moins importante que les autres membres de la famille, que ma présence était tolérée plutôt qu'accueillie, que l'amour et le respect étaient des marchandises liées à une contribution financière. Nana ne peut pas venir à ta pièce de théâtre à l'école, chérie. Je l'avais entendu le dire à Lance une fois. Elle n'a pas les moyens de payer l'essence, et ce serait gênant de lui demander. J'aurais facilement pu me permettre de prendre l'avion pour assister à la pièce de théâtre de son école et de louer une chambre d'hôtel ensuite. Au lieu de cela, j'avais raté cela, en voyant mon petit-fils apprendre que les circonstances économiques déterminaient les priorités familiales. La partie vraiment magistrale de la manipulation de Lyra était la façon dont elle l'a présentée comme une protection. Elle me protégeait de l'embarras, du sentiment de culpabilité lié à mes limites, du stress lié au fait d'essayer de suivre leur style de vie. En réalité, elle m'effaçait systématiquement de la vie de mon petit-fils tout en paraissant compatissante aux yeux de tous ceux qui la regardaient. Kent, pour sa part, avait simplement laissé faire. Lorsque j'ai essayé de discuter de la distance croissante de Lance lors de notre dernière conversation téléphonique, il a balayé mes inquiétudes. Il est juste occupé avec l'école et ses amis. Maman, les enfants de cet âge n'ont pas vraiment envie de passer du temps avec leurs grands-parents. C'est normal. Normal. Comme si la dissolution progressive d'un lien familial faisait partie du développement naturel plutôt que du résultat d'une manipulation délibérée. Mais à travers tout cela, j'ai observé et appris.
J'avais vu qui ils étaient vraiment quand ils pensaient que personne d'important ne les regardait. J'ai documenté chaque affront, chaque commentaire dédaigneux, chaque moment où ils ont choisi la commodité plutôt que la compassion. Hier, quand Lyra a dit à Lance que je n'étais pas sa vraie grand-mère, elle m'a fourni la dernière preuve dont j'avais besoin. Non seulement elle ne me respectait pas, mais elle travaillait activement à empoisonner ma relation avec mon petit-fils. Maintenant, allongé sur ce canapé inconfortable tandis que ma famille dormait paisiblement dans leur lit confortable, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 3 ans, l'anticipation. Ce soir, pendant le dîner, le spectacle prendrait fin, les masques tomberaient et tout le monde verrait enfin la vérité. J'ai sorti mon téléphone et j'ai parcouru mes comptes d'investissement, vérifiant les chiffres du matin. 52 millions aujourd'hui, grâce à des décisions particulièrement judicieuses dans le secteur des énergies renouvelables. Plus que suffisant pour assurer l'avenir de Lance, quelles que soient les compétences de ses parents en matière de planification financière. Plus que suffisant pour repenser complètement les règles de cette famille. Depuis la cuisine, j'entendais Lyra préparer le café, se demandant probablement pourquoi la vieille femme mettait autant de temps à se lever du canapé et à se rendre utile. Elle ne savait pas que dans moins de 24 heures, elle serait celle qui se demanderait si elle était utile à cette famille. Cette pensée me fit sourire tandis que je me forçais enfin à me redresser et à me préparer à endurer un jour de plus où je serais traité comme un fardeau que je prouverais bientôt que je n'avais jamais été. La matinée s'est déroulée au rythme habituel des vacances en famille. Kent s'est plongé dans ses emails professionnels tout en prétendant se détendre. Lyra a passé 1 heure à se préparer pour parcourir un sentier d'1 mile de long. Et Lance oscillait entre l'ennui et les explosions d'énergie. J'ai joué mon rôle, en proposant de nettoyer le petit déjeuner tout en m'excusant d'être lent. Mais quelque chose était différent chez moi, et je pouvais voir que Lyra avait commencé à le remarquer. « Tu as l'air énergique aujourd'hui », dit-elle en me regardant faire la vaisselle avec plus d'efficacité que d'habitude. Son ton exprimait cette méfiance particulière qu'elle réservait à tout ce qui ne correspondait pas à ses attentes. « J'ai mieux dormi que prévu », répondis-je sincèrement. Le matelas horrible me semblait en fait un luxe comparé au poids que je portais depuis 3 ans. Sachant que ce soir se terminerait, la mascarade m'avait donné une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis les funérailles d'Henri. Lorsque nous sommes finalement partis pour la randonnée au bord du lac, j'ai surpris tout le monde en suivant facilement le rythme. Pendant 3 ans, j'ai joué le rôle d'une femme fragile et vieillissante qui avait besoin de pauses fréquentes et d'une assistance attentive. Aujourd'hui, j'ai marché avec la confiance de quelqu'un qui a pris soin de sa santé spécialement pour des moments comme celui-ci. « Nana, tu marches vraiment vite », observa Lance, ses petites jambes travaillant pour suivre mon rythme soudainement rapide. « Je me sens bien aujourd'hui, mon cœur », lui dis-je en me penchant pour lui serrer la main. Parfois, nous nous surprenons de ce dont nous sommes capables. Kent regarda en arrière depuis sa position devant nous, la confusion se lisant sur son visage. « Maman, tu es sûre que ça va ? Tu as l'air différente. » Différent. Si seulement il savait à quel point les choses allaient changer. Le lac était magnifique, entouré de pins imposants et reflétant le soleil du matin comme des diamants dispersés. Lance a immédiatement commencé à ramasser des pierres intéressantes tandis que Kent et Lyra étalaient leur installation de pique-nique élaborée. Ils avaient apporté une glacière pleine, des chaises portables et même un petit haut-parleur pour la musique. Pendant ce temps, on m'avait attribué une seule bouteille d'eau et une barre de céréales, comme si mes besoins étaient naturellement minimes. Je me suis retrouvé à étudier chacun d'eux avec une clarté nouvelle, comme celle d'un anthropologue observant des créatures fascinantes mais étranges. Kent était assis dans sa luxueuse chaise de camping, alternant entre son téléphone et des regards inquiets dans ma direction. Il avait hérité de la taille de son père et de mon menton têtu, mais quelque part en chemin, il avait perdu la gentillesse dont je me souvenais de son enfance. Quand était-il devenu quelqu'un qui pouvait si facilement ignorer le bien-être de sa propre mère? Quand avait-il commencé à mesurer la loyauté familiale à l'aune de l'argent et de la commodité? Lyra, en revanche, était exactement celle qu'elle avait toujours été. J'avais juste trop d'espoir pour le voir clairement auparavant. Elle se prélassait dans son fauteuil telle une reine tenant sa cour, ordonnant parfois à Lance de rester loin du bord de l'eau, sans prendre la peine de le surveiller elle-même. Toutes les quelques minutes, elle prenait un selfie, inclinant soigneusement l'appareil photo pour capturer le paysage en arrière-plan, tout en m'excluant du cadre. « Lance, viens prendre une photo avec papa et maman », criait-elle en tapotant ses genoux aux ongles parfaitement manucurés. Alors qu'ils posaient pour leur photo de famille parfaite, j'ai réalisé que je n'avais jamais figuré sur une seule de leurs photos de vacances. Pendant 3 ans,
j'avais été la femme invisible, présente mais indigne d'être documentée. Les générations futures, en feuilletant leurs albums photos, ne sauraient jamais que j'avais participé à ces voyages. Cette pensée aurait dû me blesser, mais elle m'amusait. Demain, ils essaieraient désespérément de prouver qu'ils avaient toujours apprécié ma présence. Nana, tu veux voir ma collection de pierres? Lance avait abandonné la séance photo et était revenu à mes côtés, ses petites mains enveloppant plusieurs pierres lisses. Elles sont magnifiques, lui dis-je en les examinant chacune avec un intérêt sincère. Vous avez un excellent goût pour les pierres. Il rayonna du compliment et s'installa à côté de moi sur le rondin de bois où j'avais choisi de m'asseoir plutôt que de demander une de leurs chaises haut de gamme. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons construit des châteaux de pierre élaborés et inventé des histoires sur les poissons que nous pouvions voir nager dans l'eau claire. C'était ce qui m'avait le plus manqué pendant les 3 années de distanciation sociale que Lyra avait orchestrées, non pas les grandes fêtes de famille ni les rassemblements de fin d'année, mais ces simples moments de connexion avec mon petit-fils. Ces deux-là se comprennent, observa Kent, rangeant enfin son téléphone et prêtant réellement attention à sa famille. C'est adorable, ajouta Lyra, même si son ton suggérait qu'elle trouvait cela tout sauf adorable. J'espère néanmoins qu'il ne devient pas trop dépendant. Les enfants doivent apprendre qu'on ne peut pas toujours être là pour eux. La cruauté désinvolte de ce commentaire, prononcé alors que Lance était à nos côtés, me fit serrer la mâchoire. Elle le préparait déjà à mon absence, préparant le terrain pour m'exclure définitivement de sa vie. On devrait pouvoir compter sur sa famille, dis-je doucement en la regardant droit dans les yeux. C'est ça, la famille. Eh bien, oui, répondit-elle, mais dans la limite du raisonnable. Il faut être réaliste quant à ce que les autres peuvent offrir. Absolument, ai-je acquiescé avec un sourire qui l'a fait froncer les sourcils. Il faut absolument être réaliste quant à ce que les autres peuvent apporter. La conversation poursuivit son cours, mais je sentis Lyra m'observer avec plus d'attention tout au long de l'après-midi. Son instinct lui disait que quelque chose avait changé, sans qu'elle puisse identifier quoi exactement. Alors que nous préparions nos bagages pour rentrer au chalet, j'ai pris ma prochaine décision stratégique. J'ai réfléchi, ai-je annoncé en portant mon petit sac à dos sur les épaules avec une énergie qui les a surpris. On devrait avoir un dîner spécial ce soir. Un vrai repas de famille. Maman, on a déjà prévu de commander une pizza, dit Kent, l'air fatigué par notre courte randonnée. C'est plus facile. Oh, mais j'insiste, continuai-je joyeusement. J'aimerais cuisiner pour tout le monde. C'est le moins que je puisse faire après que vous ayez tous été si conciliants en m'incluant dans ces vacances. Les yeux de Lyra se plissèrent. Elle s'était habituée à ma gratitude et à mes excuses, mais il y avait quelque chose de différent dans mon ton maintenant, presque un défi. Tu n'as pas besoin de te donner tant de mal, dit-elle prudemment. De plus, la cuisine de la cabane est assez petite. Pas vraiment équipée pour une cuisine élaborée. Je m'en sortirai, lui ai-je assuré. Je suis plus débrouillarde qu'on ne le pense. Ce soir-là, alors que je me tenais dans la minuscule cuisine du chalet, préparant ce qui serait notre dernier repas ensemble, en tant que famille trompée, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et d'impatience. J'étais sur le point de détruire l'illusion d'unité familiale que Kent et Lyra avaient construite pour leur propre confort. Mais j'étais aussi sur le point de nous libérer tous des mensonges que nous avions vécus. Ça sent bon ici, dit Kent en entrant dans la cuisine tandis que je mettais la touche finale à un repas qui avait coûté plus cher qu'il ne le pensait. J'étais allé au supermarché plus tôt et j'avais acheté des ingrédients qui correspondaient à mon budget réel plutôt qu'à mes prétendues limites. J'ai trouvé de délicieux steaks en promotion, ai-je menti avec aisance. Et je me suis dit qu'on méritait quelque chose de spécial pour notre dernière soirée ensemble. Lyra apparut dans l'embrasure de la porte, la voix aiguë et soupçonneuse. De nos vacances, demandai-je, même si nous savions tous les deux que ce n'était pas ce que je voulais dire. En les invitant à dîner, j'ai senti le poids de 3 années d'observation attentive s'installer. Ce soir, tout allait changer. Le spectacle prendrait fin, la vérité éclaterait et ma famille découvrirait précisément qui ils avaient rejeté. J'ai regardé une dernière fois autour de la petite cabane, mémorisant cet instant avant que tout ne bascule. D'ici demain, ils comprendraient que les préjugés sur le pouvoir, l'argent et la loyauté familiale pouvaient être dangereusement erronés. La table était dressée, la nourriture était prête et Richard Morrison était là avec tous les documents juridiques qui allaient remodeler l'avenir de notre famille. Alors que j'appelais Lance pour qu'il se lave les mains avant le dîner, je souriais avec une réelle impatience. Il était temps que la vraie conversation commence.
Le dîner que j'avais préparé était digne d'un bon restaurant, des steaks de faux filets de première qualité, des légumes rôtis aux herbes que j'avais moi-même cultivés avant d'emménager dans mon appartement de misère, et un dessert au chocolat qui avait coûté plus cher que ce que Lyra dépensait habituellement en courses en une semaine. J'ai observé leur visage alors qu'ils prenaient leur première bouchée, voyant la surprise et la confusion remplacer leur acceptation condescendante habituelle de ma cuisine simple. C'est incroyable, maman, dit Kent en coupant son steak avec appréciation. Quand as-tu appris à cuisiner comme ça? J'ai toujours cuisiné comme ça, ai-je répondu sincèrement. Tu n'as simplement pas fait attention. Lance attaquait sa portion pour enfant avec enthousiasme, en disant que c'était le meilleur dîner de sa vie. Lyra mangea plus lentement, son expression devenant de plus en plus suspecte alors qu'elle prenait en compte la qualité et le coût évident du repas. « Où as-tu trouvé ces steaks » demanda-t-elle finalement d'un ton décontracté, mais avec un regard perçant. « Ils devaient être chers. » Demandez à ChatGPT. ChatGPT a dit. « Je les ai trouvés en solde », répétai-je mon mensonge précédent, soutenant son regard avec assurance. « Parfois, on a de la chance. » J'ai eu de la chance, répéta-t-elle, visiblement incrédule. Ah, c'est vrai. J'ai posé ma fourchette et pris la bouteille de vin que j'avais ouverte plutôt à un autre choix coûteux qui n'était pas passé inaperçu. Le vin bon marché en boîte que j'apportais habituellement aux réunions de famille était absent ce soir-là. En fait, dis-je, sentant le moment se cristalliser autour de nous, je pense qu'il est temps que nous parlions de chance, d'argent et d'honnêteté. Kent marqua une pause en pleine mastication, quelque chose dans ma voix l'informant que ce n'était pas une conversation de famille classique. La main de Lyra serra son verre de vin, son instinct lui lançait clairement des avertissements qu'elle ne pouvait pas encore interpréter. « Que veux-tu dire, Nana » demanda Lance innocemment, levant les yeux de son steak d'un air confiant. « Je veux dire, ma chérie, que parfois les adultes ne se disent pas toute la vérité, et parfois cela cause des problèmes. »« Maman » dit prudemment Kent en posant ses couverts. « Où veux-tu en venir ?» J'ai pris une longue gorgée de vin, savourant à la fois l'excellent millésime et le moment que j'attendais depuis 3 ans. J'en viens au fait que vous avez tous été profondément incompris à propos de ma situation. Quelle est votre situation? La voix de Lyra était montée d'une demi-octave, comme lorsqu'elle sentait une menace peser sur son monde si soigneusement géré. Ma situation financière, plus précisément, lui ai-je souri, appréciant la façon dont son visage commençait à pâlir. Vous voyez, quand Henri est mort, vous avez tous fait des suppositions sur ce qu'il a laissé derrière lui, sur ce dont je devais vivre, sur le genre d'avenir qui m'attendait. Kent me fixait maintenant, son dîner oublié. Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu. Je dis que ton père et moi étions bien plus doués avec l'argent que vous ne le pensiez. J'ai fouillé dans mon sac à main et en ai sorti une tablette, l'ouvrant sur la page récapitulative de mon portefeuille d'investissement. Bien mieux. L'écran affichait un chiffre qui laissa Kent bouche bée, 523 devint 47 891. C'est impossible, murmura Lyra en se penchant en avant pour fixer l'écran comme s'il s'agissait d'une sorte de tour de magie. Les investissements sont réels, dis-je calmement. Les biens immobiliers sont réels. Les comptes en fiducie sont réels. La seule chose qui n'était pas réelle, c'était la pauvreté que je jouais depuis 3 ans. La chaise de Kent racla le sol tandis qu'il s'éloignait de la table. Tu joues? Maman? Mais de quoi tu parles? Je parle d'un test, dis-je d'une voix ferme malgré l'adrénaline qui me parcourait les veines. Un test de 3 ans pour voir qui tu étais vraiment quand tu pensais que je n'avais rien à t'offrir, si ce n'est le besoin. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'entendais la respiration de Lance, le tic-tac de l'horloge murale, le bruit lointain du vent dans les pins. Mais à l'intérieur de la cabane, 3 personnes digéraient la destruction totale de tout ce qu'elles pensaient savoir sur notre dynamique familiale. Lyra fut la première à craquer. « Tu mens » dit-elle d'une voix aiguë de panique. « C'est une blague. Une blague cruelle. » Sans blague, lui ai-je assuré en parcourant les pages des comptes pour leur montrer les biens immobiliers, les portefeuilles d'actions, les obligations municipales. Même si je suppose qu'il y a une certaine ironie à ce que vous qualifiez quelque chose de cruel. Mais l'appartement, balbutia Kent. Les soucis d'argent constants. La façon dont tu... Comme ça, quoi, demandai-je d'un ton appuyé. La façon dont j'ai accepté d'être traité comme un fardeau, la façon dont je me suis laissé exclure des réunions de famille sous prétexte que je n'avais pas les moyens d'y contribuer. La façon dont je suis resté assise en silence pendant que Lyra expliquait à mon petit-fils que je ne faisais pas vraiment partie de cette famille.
Le visage de Ken devint blanc. Il jeta un coup d'œil à sa femme, qui fixait maintenant ouvertement l'écran de la tablette comme si elle pouvait faire disparaître les chiffres à volonté. « Tu nous as mis à l'épreuve, dit-il lentement, la conscience naissante dans sa voix. Depuis 3 ans, tu nous as mis à l'épreuve. Et tu as échoué, dis-je simplement. Spectaculairement. » Lyra se leva brusquement, sa chaise basculant en arrière avec fracas. « C'est dingue. Tu ne peux pas mentir à ta famille pendant 3 ans et ensuite faire comme si c'était nous les méchants. »« Je peux, demandai-je, restant assis tandis qu'elle se penchait sur la table. Parce que de là où je suis, je t'ai simplement permis de révéler qui tu étais vraiment, alors que tu pensais n'y avoir rien à gagner. On a pris soin de toi, cria-t-elle, son sang-froid complètement anéanti. On t'a offert des vacances. On t'a appelé. On t'a rendu visite. Vous m'avez mis à l'écart, ai-je corrigé fermement. Vous m'avez manipulé comme une obligation désagréable. Vous m'avez systématiquement exclu des moments familiaux importants tout en vous félicitant d'avoir fait le strict minimum. Lance regardait tour à tour les adultes avec une inquiétude croissante. Pourquoi tout le monde crie? Mamie, pourquoi maman est-elle si bouleversée? Je tendis la main et pris sa petite main dans la mienne. Parfois, les adultes sont en désaccord sur des choses importantes, mon chéri. Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tout ne va pas bien se passer, la voix de Lyra se brisa d'hystérie. Tu nous as menti. Tu nous as manipulés. Je t'ai observé, dis-je froidement. Et j'ai remarqué que lorsque tu me trouvais pauvre et nécessiteuse, tu ne pouvais pas te débarrasser de moi assez vite. Tu me traitais comme un fardeau, tu m'excluais des décisions familiales et, pire encore, tu commençais à apprendre à l'ance qu'aimer quelqu'un dépendait de ce qu'il pouvait donner. Kent retrouva enfin sa voix. Maman, si tu nous avais dit. Je l'ai interrompu en disant que j'avais de l'argent. Et après? Tu te serais soudain rappelé comment me traiter avec respect? Tu aurais retrouvé de l'affection pour moi comme par magie? Tu aurais arrêté de laisser ta femme empoisonner mon petit-fils contre moi. Le mot « poison » frappa Lyra comme un coup de poing. Elle trébucha en arrière, cherchant le mur pour se stabiliser. Ce n'est pas « je n'ai jamais » commença-t-elle, mais les mots moururent dans sa gorge lorsqu'elle comprit qu'elle était indéfendable. Hier, continuai-je sans relâche, quand tu as dit à Lance que je n'étais pas sa vraie grand-mère, tu as confirmé tout ce que je soupçonnais sur toi. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui traite les gens différemment selon leurs valeurs perçues, tu t'efforces activement de détruire les relations qui ne servent pas tes intérêts. La respiration de Lyra devenait rapide et superficielle, son visage virant au blanc et au rouge tandis que la situation la frappait de plein fouet. Je crois que je vais vomir. Et puis, comme si l'univers avait décidé d'apporter la ponctuation parfaite à ma révélation, elle fit exactement ce à quoi je ne m'attendais pas, mais dont je me souviendrai toujours, elle s'évanouit. Lyra s'effondra au sol comme une marionnette au fils coupé, son corps heurtant le parquet de la cabane avec un bruit sourd qui sembla résonner dans le silence soudain. Kent se précipita à ses côtés, s'agenouillant près de sa femme inconsciente, tandis que Lance la fixait, sous le choc. « Maman, Lyra, vous m'entendez ?» Je restai assis à table, finissant tranquillement mon vin, tandis que ma belle-fille gisait inconsciente sur le sol. Après 3 ans d'humiliation soigneusement orchestrée, je n'éprouvais que du plaisir à voir son monde s'effondrer autour d'elle. « Est-ce qu'elle va bien ?» demanda Lance d'une voix faible et effrayée. « Elle ira bien, lui ai-je assuré. Mais honnêtement, je m'en fichais. Parfois, les gens sont dépassés lorsqu'ils réalisent qu'ils ont commis de graves erreurs. » Kent, agenouillé à côté de Lyra, leva les yeux vers moi. Son expression était un mélange de choc, de colère et de ce qui semblait être un début de compréhension. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-il doucement. J'ai souri en buvant une autre gorgée de mon excellent vin. « Maintenant ? Nous allons avoir une conversation franche sur l'avenir, une fois que ta femme sera réveillée. Bien sûr, le test est terminé, les résultats sont concluants, et la vraie conversation sur l'avenir de notre famille ne fait que commencer. » Lyra reprit connaissance 10 minutes plus tard. Ses yeux s'ouvrirent brusquement pour découvrir Ken penché sur elle avec une serviette humide et Lance scrutant avec inquiétude l'épaule de son père. J'étais allé dans le salon, leur laissant de l'espace tout en conservant mon calme et mon autorité. Que s'est-il passé, marmonna-t-elle en essayant de se redresser avant que le souvenir ne la rattrape. Son regard se posa aussitôt sur moi, de l'autre côté de la pièce, et je vis l'espoir disparaître dans son expression lorsqu'elle réalisa que ce n'était pas un cauchemar. Tu t'es évanoui, dit doucement Kent,
l'aidant à s'asseoir contre les armoires de la cuisine. Quand maman nous a montré quand elle nous a parlé de l'argent, a conclu Lyra d'une voix creuse, elle a vraiment 50 millions de dollars. 52 millions de dollars, ai-je corrigé depuis ma position confortable sur le canapé. À la clôture du marché ce matin, la précision du chiffre lui a semblé la frapper comme un nouveau coup dur. Il ne s'agissait pas d'une fortune vague ou d'argent familial bloqué dans des fiducies complexes. C'était une richesse liquide, accessible et transformatrice que je possédais depuis toujours, tout en les voyant me traiter comme un cas de charité. Kent aida Lyra à se relever et la guida vers une chaise de la cuisine. Lance s'était replié sur ses petites voitures, percevant l'attention des adultes sans en comprendre la source. La vue de mon petit-fils jouant tranquillement tandis que son monde changeait autour de lui me serrait la poitrine d'une colère protectrice. J'ai besoin de comprendre, dit Kent en s'installant dans le fauteuil en face de sa femme, les yeux fixés sur moi. Tu as cet argent depuis 3 ans. Tu nous as vu galérer à prendre des décisions concernant tes soins, ta participation aux événements familiaux. Il s'arrêta, saisi par toute l'ampleur de ma tromperie. Tu nous as laissé croire que tu étais pauvre. Je t'ai laissé révéler qui tu étais vraiment, ai-je corrigé fermement. Je ne t'ai pas obligé à me maltraiter, Kent. Je t'ai simplement donné l'occasion de révéler ta vraie nature alors que tu pensais qu'il n'y aurait aucune conséquence. Les mains de Lyra tremblaient tandis qu'elle attrapait son verre d'eau. Mais pourquoi? Pourquoi nous faire ça? Sa question était si sincèrement déconcertée que j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Parce que j'avais besoin de savoir, ai-je simplement répondu. À la mort d'Henri, j'ai réalisé que je ne connaissais plus vraiment ma propre famille. J'avais besoin de comprendre qui tu deviendrais, qui tu épouserais et, surtout, quel genre de personne influencerait la compréhension de la loyauté familiale de mon petit-fils. Alors vous nous avez menti pendant 3 ans, dit Kent, la voix crispée par une colère contenue. Vous nous avez manipulés, mis à l'épreuve, vous nous avez condamnés à l'échec. Je t'ai observé, répondis-je froidement. Tout ce que tu as fait, chacun de tes choix, toute la façon dont tu m'as traité était entièrement de ton fait. Je n'ai simplement pas corrigé tes suppositions sur ma situation financière. Lyra se pencha soudain en avant, les yeux brillants d'un calcul désespéré. Mais maintenant que nous savons, tout peut changer. Nous pouvons tout recommencer. Nous pouvons savoir. Je l'interrompis fermement. On ne peut pas recommencer. Tu ne peux pas ignorer qui tu es vraiment, et je ne peux pas oublier ce que j'ai appris sur vous deux. La finalité de mon ton semblait vider son visage de toute couleur. Qu'est-ce que ça veut dire, murmura-t-elle. J'ai fouillé dans mon sac à main et en ai sorti une épaisse enveloppe Kraft que j'ai posée sur la table basse, à la vue de tous. Cela signifie que j'ai pris des décisions concernant l'avenir, mon testament, mes biens et ma relation avec cette famille. La pomme d'Adam de Kent tressauta tandis qu'il déglutissait difficilement. Maman, quoi que tu penses, je ne. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. J'ai ouvert l'enveloppe et en ai sorti le premier document, un testament révisé que mon avocat avait préparé selon mes spécifications exactes. Mes biens seront détenus en fiducie pour Lance jusqu'à son 25e anniversaire. Les fiduciaires seront mon avocat et une société de gestion financière, et non des membres de ma famille. Lyra émit un bruit semblable à celui d'un ballon qui s'échappe. Tu nous exclus complètement. Je veille à ce que Lance dispose des ressources nécessaires à son avenir, quelles que soient les capacités de planification financière ou le développement personnel de ses parents. J'ai sorti le deuxième document. Cependant, continuai-je, il y a des conditions. Des conditions, demanda Ken d'un ton las. La fiducie ne sera accessible que si Lance entretient avec moi une relation qui ne soit ni médiatisée ni contrôlée par ses parents. Si je découvre que l'un de vous l'a empoisonné contre moi, l'a empêché de me voir ou a, de quelque manière que ce soit, endommagé notre relation, l'argent sera reversé à une œuvre caritative. Le silence qui suivit était si complet que je pouvais entendre les petites voitures de Lance rouler sur le plancher en bois de la pièce voisine. Tu ne peux pas faire ça, murmura Lyra, même si sa voix suggérait qu'elle savait que je le pouvais absolument. Je peux, et je l'ai fait, ai-je confirmé. De plus, j'ai créé un fonds pour l'éducation, les soins de santé et le bien-être général de Lance, qui sera géré de manière indépendante. Tu n'y auras pas accès, mais tu n'auras pas non plus à assumer de dépenses importantes. Kent fixait les documents comme s'ils étaient rédigés dans une langue étrangère. En gros, vous nous soudoyez pour que vous puissiez avoir une relation avec Lance. Je me protège, ainsi que mon petit-fils,
de votre propension manifeste à exclure des gens des relations familiales quand cela vous arrange, ai-je corrigé sèchement. Vous avez passé 3 ans à réduire systématiquement mon rôle dans la vie de Lance. Maintenant, vous allez passer les 17 prochaines années à veiller à ce que cela ne se reproduise plus. La respiration de Lyra devenait à nouveau superficielle et je me demandais distraitement si elle allait s'évanouir une seconde fois. C'est du chantage. Ce sont les conséquences, dis-je fermement. Pendant 3 ans, vous avez agi en pensant que je n'avais aucun pouvoir, aucune ressource et aucune option. Vous aviez tort sur toute la ligne. J'ai sorti le 3e document, celui qui, je le savais, ferait le plus de mal à Kent. J'ai aussi pris des décisions concernant des dispositions plus immédiates. Quel genre d'arrangement, demanda-t-il, même si son ton suggérait qu'il ne voulait pas vraiment savoir. Je déménage, ai-je annoncé. L'appartement que je loue est en fait un bien dont je suis propriétaire, mais il n'a jamais été prévu qu'il soit permanent. J'ai acheté une maison à environ 2 heures d'ici, assez proche pour que Lance puisse me rendre visite régulièrement, mais assez loin pour conserver mon indépendance. 2 heures? La voix de Kent se brisa légèrement. Maman, c'est assez loin pour que tu fasses un gros effort si tu veux me voir. J'ai hoché la tête. Fini les dîners obligés où je suis traité comme un invité indésirable. Fini les vacances en famille où je dors sur des canapés lits tout en étant reconnaissant de ce privilège. Si tu veux une relation avec moi, tu devras la mériter. Lyra retrouva enfin sa voix, même si elle semblait venir de très loin. Et si nous n'acceptons pas tes conditions? Je lui ai souri, l'air dénué de toute chaleur. Alors Lance héritera de tout à 25 ans, mais tu auras passé près de 20 ans à savoir que la façon dont tu as traité sa grand-mère a coûté 52 millions de dollars à ta famille. Le poids de cette déclaration les a submergés comme une chape de plomb. Je pouvais pratiquement voir les calculs se dérouler dans leur esprit, la lutte désespérée pour trouver un angle, une approche qui pourrait sauver la situation. Tu as dit que tu voulais empêcher Lance d'apprendre que l'amour était conditionnel. Demanda Kent, désespéré. Mais n'est-ce pas exactement ce que tu fais? Quoi? Tu conditionnes ton amour à la façon dont on te traite? Non, répondis-je calmement. Je conditionne mon argent à la façon dont tu me traites. Mon amour pour Lance n'a jamais faibli malgré tous tes efforts pour nuire à notre relation. Mais ma volonté de soutenir financièrement ceux qui ont manifesté leur mépris à mon égard, ce navire a pris le large. Je me suis levé, lissant ma robe et me préparant à porter le coup de grâce. Tu as un choix à faire. Tu peux accepter ces nouvelles conditions et reconstruire nos relations familiales sur la base d'un respect sincère, ou tu peux les rejeter et expliquer à Lance, quand il sera plus grand, pourquoi son argent pour ses études a été donné à une œuvre caritative au lieu d'être investi dans son avenir. Lyra pleurait ouvertement, les larmes ruisselant sur son visage tandis que l'ampleur de son erreur de calcul devenait évidente. On ne savait pas, sanglota-t-elle. Si on avait su pour l'argent, si tu avais su pour l'argent, tu m'aurais bien traité pour les mauvaises raisons. Ce n'est pas de l'amour, Lyra, ai-je conclu. C'est de la manipulation. Kent se tenait la tête entre les mains, réalisant enfin l'ampleur de leur situation, 3 ans à rejeter sa mère, à laisser sa femme l'exclure systématiquement de la vie de famille, à la traiter comme un fardeau à gérer plutôt que comme une personne à aimer. Que nous veux-tu? Demanda-t-il finalement, la voix étouffée par ses mains. Je veux que tu décides qui tu veux être, ai-je dit simplement. Tu peux être le genre de personne qui aime les membres de sa famille, quelle que soit leur situation financière, ou le genre de personne qui évalue les relations à leur potentiel de profit, mais tu ne peux pas être les deux. Et tu ne peux pas faire comme si les 3 dernières années n'avaient pas eu lieu. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé le lac où Lance et moi avions construit des châteaux de pierre quelques heures plus tôt. Demain, nous rentrerons séparément. Tu reprendras ta vie normale, sachant que tout a changé, et je commencerai à construire quelque chose de nouveau. Je te donne ce soir pour en discuter, dis-je sans me retourner. Demain matin, tu me feras part de ta décision. Derrière moi, j'entendais les sanglots discrets de Lyra et les tentatives chuchotées de Kent pour la réconforter. Mais je n'éprouvais aucune compassion pour leur détresse. Ils avaient créé cette situation par leur choix, leurs suppositions et leur cruauté désinvolte. Maintenant, ils allaient devoir en subir les conséquences. Je me suis réveillé le lendemain matin au son de murmures étouffés et frénétiques provenant de la chambre de Kent et Lyra. Ils avaient passé la majeure partie de la nuit debout, et d'après les bribes de conversation qui traversaient les fines cloisons de la cabine, j'ai compris qu'ils cherchaient encore un moyen de restaurer leur pouvoir. Il n'y en avait pas. Lance était déjà réveillé,
assis à la petite table de la cuisine avec un bol de céréales, balançant ses jambes et fredonnant doucement. Il leva les yeux quand je sortis de mon canapé inconfortable, son sourire toujours aussi éclatant et simple. « Bonjour, Nana. On rentre à la maison aujourd'hui ? » « C'est vrai, mon cœur, dis-je en lui ébouriffant les cheveux en passant pour préparer du café. Tu as hâte de revoir ta chambre ? Je suppose, mais j'ai adoré construire des châteaux de pierre avec toi hier. On pourrait refaire ça un de ces jours ? Cette simple question me serra la gorge d'émotion. Je l'espère, Lance. Je l'espère vraiment. Kent apparut dans l'embrasure de la porte, comme s'il avait vieilli de 5 ans en une nuit. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux injectés de sang, et il se déplaçait avec la précision de quelqu'un qui essaie de se contenir. « Maman, dit-il doucement. On peut parler ? » J'ai jeté un coup d'œil à Lance, absorbé par ses céréales et apparemment inconscient de la tension adulte qui l'entourait. Bien sûr. Nous sommes sortis sur le porche, l'air matinal, vif et pur, était symbolique. Le lac de montagne s'étendait devant nous, paisible et immuable, indifférent au drame humain qui s'était déroulé à son ombre. « Nous acceptons vos conditions, dit Kent sans préambule, la voix éraillée par l'épuisement et l'émotion. J'observais son visage, cherchant des signes de compréhension sincère plutôt que des calculs désespérés. Tous. Tous. Il se frotta le visage des deux mains. Lyra n'est pas contente, mais elle comprend que nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas une question de choix, Kent, dis-je fermement. C'est une question de caractère. Si tu acceptes mes conditions uniquement parce que tu te sens piégé, alors nous ne construisons rien de concret. Il resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur l'eau. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure, « J'ai failli à tes devoirs, n'est-ce pas ? En tant que fils, j'ai complètement failli à tes devoirs. » Cet aveu m'a frappé plus fort que prévu. C'était ce que j'attendais depuis 3 ans. Mais maintenant que ce moment était arrivé, je n'éprouvais aucun triomphe, seulement de la tristesse pour la relation que nous avions perdue et l'incertitude quant à sa reconstruction. « Tu as échoué, dis-je doucement. Tu es devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas, quelqu'un qui pouvait voir sa femme exclure systématiquement sa mère de la vie familiale sans rien dire, quelqu'un qui pouvait entendre son enfant apprendre que l'amour était conditionnel et ne pas intervenir. » Des larmes coulaient sur son visage, et je me suis soudain rappelé le petit garçon qui pleurait en marchant accidentellement sur des insectes dans le jardin. Cet enfant possédait une gentillesse innée qui, d'une manière ou d'une autre, avait été enfouie sous l'influence de Lyra et de ses propres choix pendant des années. « Peux-tu me pardonner ?» demanda-t-il, rempli de remords sincères. « Je peux apprendre à te pardonner, dis-je prudemment. Mais le pardon n'efface pas les conséquences. Les 3 dernières années ont été difficiles, Kent, la façon dont tu m'as traité, la façon dont tu as permis que je sois traité, les dommages causés à ma relation avec Lance. Ces choses sont réelles. » Il hocha la tête, acceptant le poids de ce qu'il avait fait. « Que faisons-nous maintenant ? Maintenant, tu prouves que tu penses ce que tu dis, non pas par de grands gestes ou des excuses théâtrales, mais par un comportement constant et respectueux au fil du temps. Tu me montres que tu te souviens que je suis ta mère, pas un fardeau à gérer. » J'ai regardé par la porte moustiquaire et j'ai vu sa femme assise à la table de la cuisine, le visage bouffi par les larmes et les mains serrées autour d'une tasse de café comme une encre. Elle regardait dans le vide, essayant visiblement d'assimiler un monde où elle n'avait plus tout le pouvoir sur les relations familiales. Lyra devra décider qui elle veut être, dis-je honnêtement. Elle peut apprendre à me traiter avec respect, ou continuer à me voir comme un obstacle à sa vision d'une famille idéale. Mais elle ne peut pas faire les deux, et son choix déterminera le type de relation qu'elle entretiendra avec l'argent qui façonnera l'avenir de Lance. Kent grimaça au rappel brutal des enjeux financiers impliqués. Elle a peur. Elle a raison, ai-je répondu sans compassion. Elle a passé 3 ans à essayer systématiquement de m'effacer de la vie de mon petit-fils tout en me traitant comme une employée de maison. La peur est une réaction appropriée face à la prise de conscience des conséquences de ses actes. Nous sommes restés un moment silencieux, observant Lance par la fenêtre tandis qu'il terminait son petit déjeuner et se dirigeait vers le coffre à jouets du salon. Son innocence au milieu des bouleversements familiaux était à la fois déchirante et motivante. « Je veux qu'il connaisse sa grand-mère, » dit soudain Kent. « La vraie toi, pas celle que Lyra lui apprend à voir. Alors tu devras travailler activement pour que ça arrive, lui ai-je dit. Fini l'acceptation passive quand Lyra fait des remarques blessantes à mon sujet. Fini de la laisser m'exclure des décisions ou événements familiaux.
Finis de considérer ma présence comme une faveur que tu me fais au lieu d'une relation bénéfique pour tous. Je comprends. J'espère que oui, dis-je sincèrement. Parce que c'est ta dernière chance, Kent. Je ne passerai pas 3 ans de plus à être traité comme un membre de ma famille de seconde zone en prétendant que ça ne me fait pas mal. 6 mois plus tard, j'étais assise dans la véranda de ma nouvelle maison, regardant Lance m'aider à entretenir le jardin d'herbes aromatiques que nous avions planté ensemble. Les 2 heures de route s'étaient avérées suffisamment longues pour exiger un réel effort pour les visites, ce qui signifiait que, lorsqu'elles arrivaient, elles semblaient intentionnelles plutôt qu'obligatoires. Kent nous rendait visite un week-end sur 2, parfois accompagné de Lyra, parfois seule lorsqu'elle était trop occupée pour faire le déplacement. Je soupçonnais que ces visites en solitaire étaient sa façon de reconstruire notre relation sans les complications du ressentiment de sa femme, et j'appréciais son effort. L'adaptation de Lyra à notre nouvelle dynamique avait été pénible à observer, mais nécessaire à observer. Elle avait essayé diverses approches: obéissance renfrognée, enthousiasme fin, absence stratégique, avant de finalement s'installer dans une politesse prudente qui semblait durable, voire chaleureuse. Elle ne m'aimera jamais, avais-je dit à Kent lors d'une de ses visites en solo. Probablement pas, avait-il acquiescé honnêtement. Mais elle apprend à te respecter, et ça pourrait suffire. C'en était assez, décidai-je. Je n'étais pas intéressé par une fausse amitié ou une affection forcée. Je voulais que ma place dans la hiérarchie familiale soit reconnue et qu'on me traite à la hauteur de ma valeur en tant que grand-mère de Lance et mère de Kent. Lyra pouvait me l'offrir sans m'apprécier, et je pouvais l'accepter sans lui faire confiance. La véritable victoire, c'était Lance, libéré de l'empoisonnement subtil de sa mère contre moi. Notre relation s'était épanouie, plus profonde et plus authentique que je n'osais l'espérer. Il passait un week-end sur 2 avec moi, apprenant à cuisiner mes recettes, m'aidant au jardin et s'imprégnant d'histoires sur son grand-père et l'histoire familiale que Lyra n'avait jamais pris la peine de me raconter. « Nana », dit-il en transplantant délicatement un plant de basilic. Maman dit, tu es vraiment riche. C'est vrai? Sa franchise me fit sourire. Les enfants de 8 ans n'avaient aucune patience pour les euphémismes d'adultes. Je le suis, mon cœur. Est-ce que ça change quelque chose entre nous? Il y réfléchit sérieusement, à sa façon d'aborder toutes les questions importantes. Je ne pense pas. Tu es toujours la même personne, celle qui construit des châteaux de pierre et fait les meilleures crêpes. L'argent n'y change rien. C'est vrai. J'ai acquiescé, le cœur gonflé d'amour pour ce petit garçon sage. L'argent ne change pas notre nature intérieure. Il révèle parfois simplement qui sont vraiment les autres. Il hocha la tête solennellement, puis s'éclaira lorsqu'une nouvelle pensée lui traversa l'esprit. Est-ce que ça veut dire que je peux aller à l'université où je veux? Ça veut dire que tu auras des options, lui ai-je dit. Mais tu devras quand même travailler dur et faire les bons choix. L'argent peut ouvrir des portes, mais c'est toi qui dois les franchir. Ce soir-là, après que Kent eut récupéré Lance et pris la route du retour, je me suis installé dans mon fauteuil préféré avec une tasse de thé et la satisfaction d'une journée bien remplie. Mon téléphone a vibré, un SMS de Kent m'a envoyé « Merci pour aujourd'hui ». Lance n'arrête pas de parler du jardin. À la même heure dans 2 semaines, ai-je répondu. Bien sûr. Conduisez prudemment. La relation n'était pas parfaite. Elle n'aurait peut-être jamais été ce qu'elle aurait pu être si les 3 dernières années s'étaient déroulées différemment, mais elle était désormais honnête, fondée sur la vérité plutôt que sur des suppositions, le respect plutôt que sur des obligations. Je pensais à Lyra, passant probablement sa soirée à calculer les intérêts composés sur 52 millions de dollars et à me demander à quoi aurait ressemblé sa vie si elle avait fait d'autres choix. L'ironie du sort ne m'échappait pas, en essayant de m'exclure de la famille, elle s'était involontairement assuré un statut d'outsider permanent. Mais surtout, je pensais à Lance et à l'homme qu'il deviendrait. Il grandirait en sachant que les relations familiales exigeaient effort et respect. Il comprendrait que la richesse était un outil, pas une mesure de valeur. Plus important encore, il saurait que sa grand-mère s'était battue pour rester dans sa vie alors que d'autres tentaient de la mettre à l'écart. Le test était terminé. Les résultats étaient définitifs. Et pour la première fois en 3 ans, j'étais exactement là où j'étais censé être, chez moi, à ma façon, avec ma dignité intacte et mon avenir assuré. Devant ma fenêtre, les premières étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités pour construire les relations familiales que je souhaitais, plutôt que de simplement accepter celles que les autres essayaient de m'imposer. J'ai levé ma tasse de thé pour un toast silencieux à moi-même, à 70 ans,
celle qui avait enfin compris que parfois, la plus grande victoire est simplement de refuser de se laisser amoindrir par les limites des autres. Le spectacle était terminé. La vérité nous avait tous libérés. Et je n'avais jamais été aussi heureuse d'être exactement qui j'étais. Maintenant, je suis curieux de savoir qui vous a écouté. Que feriez-vous à ma place? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Laissez un commentaire ci-dessous. En attendant, je vous laisse découvrir 2 autres histoires qui sont parmi les préférées de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci d'avoir suivi jusqu'ici.